Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Le gouvernement béninois a annoncé de nouvelles mesures au profit des producteurs de soja, opérateurs économiques et l'ensemble de la population. C'est à travers un communiqué rendu public le jeudi 16 novembre 2023 par le secrétaire général du gouvernement. Ces mesures prises au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024 fixent la taxe à 30 francs CFA par kilogramme au lieu de 140 francs au titre de la campagne écoulée et le commerce du soja grain est rendu libre sur l'ensemble du territoire national. Et sur le terrain déjà, des producteurs de soja expriment déjà leur joie et reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour ces nouvelles mesures. Nous ici sur ce plateau ce matin, nous allons passer en revue les tenants et aboutissants de ces mesures. Est-ce un soulagement pour ces producteurs? Mes débatteurs déjà installés sur ce plateau. À ma gauche, Edouard Adoudé, il est journaliste promoteur du quotidien Le Grand Regard. Edouard, bonjour. Bonjour Ismaël Barokou, bonjour chers téléspectateurs de Dabarou TV. Plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce plateau pour une nouvelle émission. En face de vous, David Kaba, journaliste expert en décentralisation. David, bonjour. Ismaël Barokou, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors, je commence par vous, Edouard Adoudé, de nouvelles mesures prises par le gouvernement pour la campagne de commercialisation du soja grain de la campagne 2023-2024. Déjà, quelle analyse faites-vous de ces décisions gouvernementales au profit des sojaculteurs? D'entrée, je tiens à souligner que ce ne sont pas des mesures de libéralisation totale de la filière, puisqu'il y a eu avancée par rapport à la gestion de cette filière, mais ce n'est pas encore la totale libéralisation, j'en viens, parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Peut-être nous allons en parler tout à l'heure, mais quelle est ma première analyse par rapport à cette décision du gouvernement? Je pense bien que c'est un signe de ce que le gouvernement avait le dos au mur et ne pouvait pas faire autre chose que ce qui a été fait. C'est un pas parmi tant d'autres, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la campagne passée a engendré beaucoup de graissements dedans. J'ai fait un tour au niveau du tribunal de première instance de Parakou, j'ai observé un peu les dossiers qui ont occupé la période jusqu'à présent. Quand vous y allez, c'est beaucoup plus des dossiers ayant trait à des produits tropicaux, notamment le soja, parce que beaucoup de personnes ont fait faillite, beaucoup de personnes ont roulé à perte dans cette affaire-là. Donc je pense bien que, et en dehors de ça, vous n'êtes pas sans savoir également qu'il y a eu des moments difficiles entre forces de l'ordre et population, et producteurs et commerçants. Donc je pense bien que face à cette crise, parce que c'était une crise, le gouvernement devrait faire quelque chose avant le démarrage réel de cette campagne-là. Et c'est ce qui vient de commencer. Je pense bien que c'est un pas à féliciter, c'est un pas à louer, parce que face à cette crise, il ne faut pas, si le gouvernement ne faisait rien et laissait la présente campagne, je pense bien que les dégâts pourraient être plus grands que les dégâts passés, puisque déjà, on a commencé à noter des tensions par moment, puisque dans la Donga, il y a eu déjà des moments difficiles entre la population et forces de l'ordre. Donc je pense bien que face à ces situations, le gouvernement avait le dos au mur et devrait agir au plus pressé pour limiter les dégâts. J'insiste sur ça, c'est pour limiter les dégâts, mais cela ne réduit pas le risque, parce que jusque-là, il y a encore des choses à faire pour vraiment soulager les producteurs, surtout tous ceux les acteurs de la chaîne du soja au Bénin. Donc pour moi, c'est un geste qu'on attendait du gouvernement, et pour moi ce n'est pas une surprise, puisque le gouvernement ne pouvait pas faire autrement pour cette campagne. David Kaba, votre vis-à-vis disait tout à l'heure que cette décision n'est pas une surprise, le gouvernement ne pourrait pas faire autrement. Le gouvernement, pour moi, n'aurait pas pu faire autrement. Cela s'explique parce que, déjà, j'ai ouï dire que la production de cette année a baissé de 150 000 tonnes, la production de coton. Et cela dit, nous voyons et nous comprenons, c'est évident que la production de soja, malgré toutes les mesures qui ont été prises pour dissuader les sojaculteurs de produire et de vendre de façon libérale leur production, malgré toutes ces mesures-là, ces messieurs n'ont pas déchanté, ils ont produit
Et certainement mieux que les années précédentes. Je pense que le gouvernement s'est retrouvé dos au mur, comme le disait tout à l'heure Edouard Adoné, et n'avait pas d'autre choix que de sauver les meubles. C'est-à-dire pouvoir tirer quand même le minimum de cette alternative que ces producteurs-là leur ont imposée. D'ailleurs, si on devait aller un peu plus loin, qu'est-ce que vous croyez? On tire beaucoup plus du soja qu'on en tire du coton, avec tous les effets dévastateurs de cette culture-là. Vous voyez les pesticides, les engrais. Demandez par exemple à l'Institut national de l'eau d'aller prendre des échantillons du sol de la commune de Banikwara, d'aller étudier l'eau des marigots, l'eau des, je ne sais pas trop, enfin des cours d'eau qui sont là, ou même des puits. Ils vont se rendre compte d'un certain nombre de choses pour dire qu'il faut permettre au sol béninois de souffler. Et le soja est une alternative. J'aurais bien voulu que les mesures prises par le gouvernement en temps, pas dernièrement, même si, comme le disait tout à l'heure Edouard Dodé, le secteur n'est pas encore complètement libéralisé. Avant d'en arriver à toutes les mesures, cette pile de mesures que le gouvernement avait imposées aux producteurs, il fallait combien de mutuelles agricoles, de banques agricoles nous avons? Est-ce que combien sont accompagnés dans la production de soja? Autant que les autres sont accompagnés dans le secteur, par exemple, de la culture du coton. Il n'y a aucune mesure conséquente d'accompagnement de ces producteurs-là qui souffrent, produisent à la sueur de leur front avec leurs propres moyens, avec toutes les dettes. Il a dit tout à l'heure, c'est le grand rendez-vous au niveau des tribunaux aujourd'hui, où ils sont poursuivis par leurs créanciers. Généralement, ces structures que vous connaissez là, qui PADME, qui KVK, qui etc., pour ne pas les nommer. Et donc, le problème, il est là. Ils n'ont pas d'accompagnement, ils se débrouillent, et maintenant qu'ils veulent pouvoir jouir du fruit de leur labeur, le gouvernement vient et joue les gendarmes. Ce n'est pas possible. Moi, je pense que il faut d'abord accompagner ce secteur-là avant de pouvoir chercher à tirer profit. C'est quand même injuste. C'est un capitalisme sauvage, moi j'appelle cela. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, moi je pense que c'est une première victoire, mais les démocrates n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, pour eux, c'est qu'on est au milieu du feu. Oui. Alors, pour vous, à travers ces nouvelles mesures, est-ce que vous ne voyez pas déjà un début de soulagement pour ces soja-agriculteurs, contrairement à la saison écoulée où on a vu les difficultés que ceux-là ont rencontrées sur le terrain? Oui, d'une part, c'est un début de soulagement. Et parce que quand on dit, par exemple, que les produits doivent absolument passer par voie terrestre, doivent passer par le port, au-delà de Cotonou, ça pose un problème. Parce que ceux qui viennent les acheter, vous le savez, c'est la plupart du temps nos frères nigérians, qui ont de grosses industries de transformation de ce produit-là, en biscuits essentiellement, et en d'autres produits. Beaucoup plus dans le secteur de l'élevage, parce que c'est des grands qui ont de grands cheptels. Ça nourrit les poulets de race qui produisent suffisamment d'œufs. C'est de là-bas que nous l'avons. Et donc, c'est une denrée très chère, indispensable pour le Nigeria, qui est une grosse industrie qui vit de cette culture-là. Et donc, dire que ce qui va partir par le Nigeria, qui est à 2 pas de la plupart des communes que nous avons chez nous ici, oui, va devoir passer par le port autonome, je crois que ce n'est pas vraiment un soulagement pour les acteurs. Peut-être que, et on espère peut-être avec le Kajou, le Karité, etc., que ça vienne, ceux-là qui viennent, par exemple d'Inde, de Pakistan, de Malaisie, etc., pour venir acheter les produits tropicaux, vont peut-être s'en tirer. Mais les véritables acheteurs, c'est ceux d'à côté, c'est le Nigeria, et nos différents producteurs seront pénalisés à ce point de vue. Edouard Dodé, pourrait-on dire que c'est déjà un move de soulagement pour ces soja-agriculteurs? Oui, je dirais qu'il y a un move de soulagement parce que désormais, surtout les acheteurs ont beaucoup plus la liberté d'acheter
puisqu'il n'y a plus l'exigence de l'agrément, contrairement à la saison, à la campagne écoulée, où c'est seulement ceux qui ont l'agrément qui pouvaient acheter. Donc je pense bien qu'avec cette mesure de non-exigence d'agrément pour les acheteurs, quelque part, les producteurs pourront avoir beaucoup plus de partenaires de discussion, d'acheteurs ou d'acheteurs avec qui ils pourront faire le prix. Donc je pense bien que quelque part, c'est un soulagement pour les producteurs. Mais ce n'est pas encore totalement le soulagement, puisque, comme David l'a dit, si c'est un seul chemin qui doit conduire, qui doit servir d'exutoire pour la production nationale, je pense bien qu'il y a un problème qui se pose toujours, parce que les pays qui ont besoin de ce produit ne sont pas forcément loin de nous. C'est pourquoi d'ailleurs il y a tellement de conflits entre population et forces de l'ordre au niveau de nos frontières terrestres, parce que la demande est très forte à côté. Oui. Ce n'est pas forcément derrière les océans. Voilà. Donc c'est d'abord à côté de nous. Donc c'est ça, c'est ce qui pose problème. Donc je pense bien qu'on doit pouvoir penser à qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment soulager. Je ne suis pas d'accord qu'on sorte le produit frauduleusement, parce que ça pénalise l'économie béninoise. Ouais. Je suis totalement d'accord qu'on trouve des voies et moyens pour que le produit ne sorte pas frauduleusement. Parce que quand ça sort comme ça, c'est les autres pays, c'est ceux qui... Puisque quand par exemple on achète le soja au Bénin, pour le Togo, ce n'est pas transformé forcément au Togo. Cela ne transite pas le Togo pour aller ailleurs. Ce qui fait que à l'international, on considère que c'est le soja du Togo. Or, ce n'est pas du soja du Togo, c'est du Bénin. Donc, je pense bien qu'il faut que le Bénin cesse d'être pénalisé de cette manière-là. Il faut trouver les voies et moyens pour que le produit puisse sortir par voie terrestre, même si on sait qu'on ne peut pas contrôler à 100% nos frontières terrestres, parce que nous connaissons tous la porosité de nos frontières terrestres. Donc, mais il ne faut pas dire que c'est exclusivement par le port que cela passe. C'est ça qui pose le grand souci aux acheteurs aujourd'hui, parce que la pression de la demande étant forte dans les pays limitrophes, je pense bien que ça risque d'être encore plus difficile pour le gouvernement. Le port risque de chômer, parce que en dehors des expatriés qui viendront chercher le produit, nos compatriotes qui auront le désir d'aller vendre dans les pays limitrophes auront de soucis à se faire. Donc je pense bien qu'il faut éviter cette crise-là en trouvant les mécanismes, en trouvant des portes terrestres bien contrôlées, et permettre aux gens de passer par ces portes-là pour la vente. J'en venais à une proposition concrète de solution. C'était ça. Que la même ingénierie, la même intelligence, la même rage avec laquelle ils ont empêché le passage de ces produits-là hors du pays, du territoire national, que la même énergie soit mise pour mettre là des postes douaniers qui vont percevoir des tasses que tout le monde connaîtrait. Est-ce que vous voyez un peu? Si ça veut sortir pour entrer dans le Togo, si ça veut sortir pour entrer dans le Burkina, si ça veut sortir pour entrer dans le Nigeria, mais qu'il y a des postes douaniers, on veut bien compter sur la bonne foi des producteurs ou des commerçants pour passer par les postes indiqués dans leur zone. J'interpelle également les communes. Malheureusement, les maires ne sont plus vraiment ceux-là qui dirigent l'administration, mais nous allons demander un peu d'intelligence à nos SE, qui peuvent tirer profit de cette situation-là. Vous êtes dans des communes où vous avez une production qui est prisée. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour tirer profit de ça? Est-ce que ce n'est pas un chantier très intéressant pour des coopérations décentralisées, ou même des coopérations, des partenariats commerciaux? Il faut se mettre au devant de la scène. Profiter de cette opportunité-là. D'abord, le gouvernement, de sa position, est en train de chercher à tirer avantage de ce produit-là, alors que vous, au niveau des communes, vous n'avez aucune initiative pour pouvoir tirer profit de cette culture-là. Donc, je vais leur demander juste à tous ceux qui là, à tous les experts, tous les responsables administratifs, de réfléchir à la façon de pouvoir accompagner d'abord ces gens-là
et pouvoir tirer profit en fait de cette activité. D'accord. Edouard Adodé, est-ce que vous ne voyez pas que le problème de prix et l'écoulement des produits va toujours persister quand on sait que le prix n'est pas plancher pour cette campagne de commercialisation? Non, je pense bien que c'est même la meilleure manière de gérer cette filière, puisque on a fait l'expérience de la fixation des prix du prix plancher. Ça n'a pas donné le résultat escompté, puisque les acteurs passent à côté de ce qui est fixé. C'est ce qui a amené le gouvernement à se retirer de cet exercice-là. Donc je pense aujourd'hui, il faut laisser la liberté aux acteurs d'organiser. Et le marché va s'auto-réguler naturellement, puisque nous connaissons tous la loi de l'offre et de la demande. Donc avec cette loi, le marché doit s'auto-réguler et chacun va tirer le profit, le maximum de profit. C'est selon le temps, selon les règles. Donc je pense bien que on ne pourra pas craindre à ce que des producteurs soient pénalisés avec le retrait de la fixation du prix plancher dans cette filière. Au contraire, c'est d'abord ce qui a été souhaité par les producteurs au départ, puisque ça ne les arrangeait pas, le prix plancher. Très vite, les commerçants se cramponnaient au prix plancher et ne cherchaient pas à aller au plafond, ce qui faisait que le producteur se voyait totalement lésé dans cette affaire-là. Donc, on ne doit pas craindre parce que déjà, les producteurs ont déjà ce réflexe de chercher à savoir comment le prix évolue dans les pays d'à côté. Et c'est avec ce réflexe, ils pourront savoir qu'est-ce qu'ils vont proposer aux acheteurs. Et aujourd'hui il n'y a plus d'agrément pour les acheteurs. Chaque acheteur, c'est-à-dire il y aura la concurrence. Et là où il y a la concurrence, c'est toujours en faveur du vendeur. Donc, puisque s'il y a déjà entre les acheteurs, il y a la concurrence, le vendeur, il est libre de fixer son prix parce qu'il a plusieurs possibilités, voilà, pour la vente de son produit. Donc, pour moi, je n'ai pas cette peur-là. Ma peur, c'est au niveau des commerçants, il y aura des soucis. Et j'approuve, ou je suis pleinement d'accord avec David, qui propose qu'il y ait des pousses ou des sorties bien indiquées, des sorties officielles terrestres bien indiquées. Cela va même permettre au gouvernement de bien lutter, de mieux lutter contre la contrebande. Parce que si aujourd'hui il y a des sorties indiquées et qu'un individu décide de passer outre ces portes-là, si on le prend, on peut le sanctionner sans que le peuple n'ait rien à dire. Parce que si on vous propose, il y a des portes, vous dites voilà, par où il faut passer si vous devez aller vendre dans les pays d'à côté. Mais s'il n'y a pas de ces portes-là, vous allez voir que les policiers, les militaires, les douaniers auront de difficultés à lutter contre la fraude en ces temps-là. Et c'est ça qui amène, au cours de la campagne passée, il y a des policiers qui sont en prison jusqu'à présent. Leur sort, qu'est-ce qu'on en dit? Les camions qui sont raisonnés, qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Et c'est des situations qui frustrent davantage. Et les populations ne sont pas encore prêtes à charger de fusil d'épaule. Elles sont prêtes à affronter. Donc quand c'est comme ça, je pense que le gouvernement doit réfléchir davantage pour savoir qu'il est temps de permettre ou d'accéder à la doléance de ces producteurs-là en ouvrant un peu les frontières terrestres aux produits et pour faciliter même la lutte contre la contrebande aux douaniers et autres. David Kabar, sur le terrain, les partis politiques de l'opposition et de la mouvance se disputent la paternité justement de cette décision gouvernementale. Que dites-vous par rapport à ça? On se rappelle, malgré tout le supplice quotidien que nous connaissons, on se rappelle, c'est intact dans nos mémoires que Ndali a été nommé le siège de la lutte pour la libéralisation du soja. Je vous rappelle que le corbeau Bertin Corvi, qui avait représenté le bloc républicain, s'est retrouvé à Ndali parlant avec passion son baliba, quand un président d'une association de producteurs, notamment de soja, a pris le micro, l'a ramené à sa place, a jeté le micro et est sorti. Nous avons entendu les audios. Comment est-ce qu'il a été hué et chassé de la chambre? Et donc, nous savons d'abord que la révolte au niveau de la population avait atteint son paroxysme. Ils n'ont pas eu du mal à l'exprimer. Le Parti Les Démocrates avait eu comme thème de campagne, on pourrait le dire, la lutte aux côtés des soja-producteurs
pour libéraliser le commerce de leurs produits. Et cela n'a pas arrêté. Chaque fois qu'il y avait une situation dans une commune, dans une localité, ils étaient présents. Ils ont porté le problème dans tous les médias, sur les réseaux sociaux. Ils ont rencontré les acteurs et donc ils ont entamé des démarches suivies jusqu'à aujourd'hui en arriver à avoir gain de cause. Et la preuve pour faire la différence entre ceux qui, de la mouvance ou de l'opposition, ont vraiment porté cette décision, il faut voir. L'opposition n'est pas satisfaite. L'opposition n'est pas satisfaite. Elle dit, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons alors aller encore beaucoup plus loin pour pouvoir permettre que ces producteurs-là puissent vivre véritablement de leur production. Ce secteur d'activité ne sera pas caporalisé. Il ne sera pas au bénéfice d'une seule personne. Cela doit permettre véritablement, non pas d'esclavagiser les producteurs comme dans un autre secteur, mais leur permettre de vivre véritablement de leur culture. Edouard Dodé, la campagne écoulée, nous l'avons vu, les partis politiques, notamment de la mouvance, étaient sur le terrain pour expliquer à ces producteurs le bien fondé du décret pris par le chef de l'État en ce qui concerne la commercialisation de ce produit. Mais pour cette campagne, on les voit encore dire qu'ils sont ces personnes qui ont plaidé pour que ce décret soit revu à travers cette décision prise encore par le gouvernement. Bon, ce n'est pas surprenant sur nos cieux, ces résumés de situation, parce que nous sommes sur le terrain politique, et sur le terrain politique, chacun cherche à tirer le gras de son côté. Moi, je ne leur en veux pas par rapport à cela. Ils sont dans leur droit et ils sont en train de jouer leur rôle dans la République, l'animation de la vie politique. Mais quelque part, je suis gêné quand la mouvance s'attribue cette victoire. Parce que quand je les entends, quand j'entends des partis de la mouvance parler de victoire, je me dis certainement qu'il y a un vaincu. Qui est le vaincu? Donc Patrice Talon est vaincu. Donc ils ont eu la victoire sur leur propre chef. Ouais. Moi, quelque part, il me semble qu'il y a ils ne s'entendent pas quand ils parlent. Sinon, pour moi, on ne saurait pas parler de victoire, puisque s'il y a victoire, pour moi, c'est les producteurs, c'est la victoire des producteurs. Parce que David l'a rappelé, ils n'ont pas été intimidés par les différentes mesures qui ont été prises lors de la campagne passée. Ils ont produit cette année. Donc, je pense bien que s'il y a victoire, c'est beaucoup plus pour les producteurs. Les vrais producteurs, je ne parle pas des producteurs politisés qui remercient déjà le gouvernement, tandis qu'on ne voit pas encore l'application des différentes mesures qui ont été prises. On ne voit pas encore l'effet de ces mesures sur la campagne. On va mieux apprécier ces mesures après la campagne. C'est après la campagne qu'on dit, bon voilà, ça a apporté un plus. Mais ceux qui aujourd'hui parlent au nom des producteurs et qui félicitent X ou Y, moi je me demande s'ils ont déjà senti, ils ont déjà eu l'effet de ces mesures. Je ne parle pas de ces producteurs politisés. Donc pour moi, je suis un peu gêné d'entendre des partis de la mouvance s'attribuer une victoire dans cette lutte-là. S'il y a victoire, il y a forcément des vainqueurs, il y a forcément des vaincus. Donc s'ils sont des vainqueurs, donc Patrice Talon a été vaincu au cours de ce combat-là, ce n'est pas un bon signe pour 2026. Parce que si déjà les partis de la mouvance trouvent Patrice Talon comme vaincu dans un combat, ça veut dire qu'avant 2026, il peut y avoir des déceptions dans le rang de ce soutien. Donc je pense bien qu'il faut revoir le langage. Pour moi, c'est une erreur communicationnelle de la part de la mouvance. C'est une erreur communicationnelle. On peut s'en féliciter pour autre chose, mais pour cette affaire-là, on ne peut pas parler de victoire, on peut parler d'avancée. Parce que, d'abord, souvenez-vous, la crise vient d'où? La crise, ça vient de décisions du gouvernement. Ce n'est pas les producteurs qui ont refusé de produire. C'est une décision du gouvernement qui a amené la crise. Mais si le gouvernement revient sur sa décision, ça montre qu'il n'y a pas de sérieux dans la gouvernance. Il faut éviter ces erreurs de communication. Parce que nous avons des élections qui s'approchent. Edouard, ce n'était pas une erreur de communication. Pour moi, c'est les politiciens tels qu'on les définit généralement. Parce que c'est les mêmes qui sont... Non, je m'explique. Quand vous vous êtes levé, quelqu'un qui n'a pas de scrupules, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Excusez-moi. Je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. Quand des gens se lèvent pour aller expliquer
aux mêmes sodiaculteurs qui étaient en souffrance, qui croupissaient sous ces mesures-là, que la décision du gouvernement est la bonne décision, qu'il faille, qu'il faut envoyer les produits du côté de Glodigbe, que c'est pour créer des usines, des petites industries de transformation des produits, que ce soit les mêmes là qui viennent aujourd'hui dire ça. Moi, j'ai dit. Voilà, on va clore ce sujet et l'autre sujet sur ce plateau notamment c'est la loi d'amnistie. Comme vous le savez très bien, les députés vont se pencher sur la proposition de loi portée par les députés du Parti Les Démocrates en faveur notamment de Rikata Madougou et de Joël Aïvor. L'examen de la dite loi fait partie justement des points inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Edouard Adodé, une loi portée par le parti politique Les Démocrates pour la libération des détenus politiques et le retour au pays des exilés politiques. D'abord, pour vous, comment appréciez-vous cette initiative portée par le groupe de la minorité parlementaire? D'abord, je salue la 9e législature pour cette avancée parce que ce n'était pas gagné d'avance. La proposition de loi pouvait dormir dans les tiroirs. Je ne rêvais pas que cette proposition revienne sur la table des députés, c'est-à-dire à la plénière cette année 2023. Mais déjà, avec la fin de l'année, on nous annonce que parmi près de la trentaine de lois inscrites à l'ordre du jour, pour cette session budgétaire qui est en cours, il figure également cette loi-là, cette proposition de loi. Je pense bien que c'est une avancée. Ça prouve que quelque part, la voix de la minorité n'est pas totalement ignorée, n'est pas totalement bafouée au sein de l'hémicycle. Mais est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le moment? Puisqu'on parle de session budgétaire. Et nous savons, la session budgétaire, ce que cela, ce sont l'impact et comment ça évolue dans notre pays. C'est beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de dossiers. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore à la plénière. C'est les travaux en commission qui continuent. Je me demande quand est-ce qu'on va vider le budget de l'État et penser à cette loi, parce que c'est une trentaine de lois, c'est près d'une trentaine de lois qui sont inscrites à cette session-là. Quel est l'ordre d'inscription de ces projets de loi et propositions de loi? Tout ça, c'est des questions que je me pose. C'est pourquoi il dit que c'est un trompe-œil. Peut-être que c'est une manière d'amener les démocrates à être beaucoup plus doux face au vote du budget de l'État, parce que nous savons la fougue avec laquelle ces députés de l'opposition attaquent les dossiers provenant du gouvernement. Bon, pour moi, je me suis dit que bon, il faut glisser cette loi parce que c'est l'un des projets phares de campagne pour les députés qui sont là pour le compte de l'opposition. Donc, il faut y mettre cette loi pour les amadouer un tout petit peu pour que le vote du budget se passe sans beaucoup de critiques, parce que c'est ce qu'il y en aura, pour que cela soit modéré, pour que l'opposition soit modérée dans ses critiques. C'est ce que je vois beaucoup plus. J'attends que cette loi soit en deuxième position après le vote du budget pour être vraiment convaincu de la bonne foi de la mouvance. Sinon, pour moi, je ne m'attends pas à un aboutissement au cours de cette session pour ce qui concerne pour cette proposition de loi. Edouard Adodé, David Kaba, j'y arrive. La loi d'amnistie proposée par les députés du groupe parlementaire, les démocrates, sera en étude au cours de cette deuxième session ordinaire. Oui, je pense que c'est déjà dans cette guerre-là une première victoire pour la minorité parlementaire qui est en train de mettre en application un projet de campagne. Ça a été ce sur quoi ça a été un des points essentiels lors de leur discours et même lors de la prestation de serment dans le cadre de cette 9e législature. Ils l'ont dit, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et la paix, la cohésion. Voilà un peu les maîtres mots de leur mandat. Et qu'aujourd'hui, on en arrive à inscrire à l'ordre du jour cette question-là. Je pense que c'est une première victoire. Ça va s'étudier, ils vont procéder au vote. Mais pour l'instant, je crois que c'est confié à la commission des lois qui est en train d'étudier et qui va déposer certainement son rapport. Et puis, donc, ce que je veux dire, c'est que ce pays a soif de dialogue. Ce pays a soif de réconciliation. Réconciliation entre les acteurs politiques d'abord, mais réconciliation aussi avec le peuple.
Vous savez, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec l'honorable Bagoudou, c'est ça, hein? Tout à fait. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec André Okulala. Vous voyez, c'est des acteurs politiques qui ont besoin d'être réconciliés avec leur population. Leur base. Ces gens-là ne peuvent pas aujourd'hui aller à la tête haute dans leur commune. Non. Alors je dis, le besoin d'une réconciliation s'impose. Et cela passe d'abord par l'amnistie. Vous savez, on se rappelle que Rekia Madougou et le professeur Joël Aïva avaient été interpellés à un moment où les questions de terrorisme ne faisaient pas encore rage. On n'avait pas encore commencé à vivre avec récurrence ces attaques terroristes-là. Mais il a fallu qu'ils aillent en prison pour qu'on découvre en réalité ce que c'est que le terrorisme. Il est temps que des personnes qui, pour une raison ou une autre, sont envoyées en prison soient libérées parce que nous avons soif de réconciliation. Que des personnes, regardez dans le rang des militaires, des gens sont passés des vies à trépas. Vous voyez dans le rang des populations, des gens ont reçu des balles perdues. Jusque-là, ils n'ont pas encore fait leur deuil parce que leurs parents se retrouvent encore sous la glace dans les armoires des morts. Je pense que, au nom de tout ce qui a pu se passer, vous voyez, et je m'excuse, mais je pense qu'il y a eu plus de balles que de bulletins de vote sous le mandat Talon. Et c'est bien malheureux. Moi, je pense, ça n'a jamais eu, c'est inédit ce qui s'est passé avec notre cher président. Il faille pour sortir par la grande porte. Il faille pour être véritablement porté en triomphe, comme il a souhaité, qu'il réconcilie le Bénin avec les Béninois. Vos attentes en face par rapport aux députés de la majorité présidentielle? Mes attentes, c'est qu'ils puissent... Ce n'est pas une victoire des démocrates, non. Ce sera une victoire de toute la nation. Ce ne sera pas la victoire d'un parti politique sur un autre, mais ce sera la victoire de tous les Béninois. Qu'ils puissent accompagner, qu'on puisse enfin essuyer nos plaies, masser nos douleurs, sourire ensemble et pouvoir se comprendre pour regarder dans la même direction. Un pays ne se construit pas avec une partie des Béninois et d'autres qui sont traités comme des apatrides. Non. Un pays se construit avec tout le monde. Et l'exemple que nous avons, c'est Israël. Des Juifs qui étaient dispersés à travers le monde, qui se sont retrouvés et qui sont en train de créer tous les problèmes à la terre entière. C'est ça, en fait, l'exemple d'un peuple unique. Edouard Adoudé, vos attentes par rapport aux députés de la majorité présidentielle et face à cette loi qui sera étudiée dans les jours à venir? Bon, je n'ai pas d'attente ou je n'ai pas de grande attente de la part de la majorité parce que le jeu politique reste le jeu politique, il est ce qu'il est. Et c'est un jeu fait d'intérêt. Je ne vois pas dans quel intérêt la mouvance va s'empresser pour voter une loi d'amnistie qui, d'une manière ou d'une autre, ou naturellement serait la victoire, un trophée de guerre pour l'opposition, contrairement à ce que David est en train de dire tout à l'heure. Ce serait la victoire de l'opposition puisque la loi est proposée par l'opposition et ceux qui sont concernés sont de l'opposition. Donc je ne vois pas quel est l'intérêt de la mouvance. Certes, on nous dira que bon, c'est pour la paix, c'est pour la cohésion. Mais est-ce que le fait que ces personnalités soient en prison a empêché Patrice Talon de gouverner ce pays? Est-ce que le fait que ces personnalités soient en prison a empêché Patrice Talon d'ériger des monuments? Est-ce que je pense bien que la mouvance ne se sentirait pas sous la pression ou ne verrait pas l'urgence de voter cette loi-là. C'est pourquoi... Bon, on risque simplement de mourir. Hein, non, parce que ces deux personnes-là sortent, c'est la débandade dans les deux camps. Je n'ai pas d'attente de la part concernant la mouvance, mais je souhaite que on puisse vraiment étudier cette loi pour voir ce qui est faisable, parce que quand on dit une loi, ce n'est pas parce que la loi est étudiée que la loi est d'office votée. Les députés sont libres de voter ou de ne pas voter. Lorsque la loi n'a pas la majorité, la loi ne passe pas. Donc il faudrait que l'opposition... que ce soit un vote à main levée pour qu'on sache qui sont ceux-là qui ont l'esprit de pardon et ceux qui n'ont pas.
sous ce régime, qu'on puisse contraindre les députés à voter à main levée, ce n'est pas évident. Donc je pense bien que je n'ai pas d'attente, voilà, autant pour moi, par rapport à cette session qui est en cours. Cela pourrait passer plus tard, mais pas pour cette session. Si cette loi est votée sous cette session-là, je serais surpris, c'est une grande surprise, et ce qui prouverait que peut-être qu'il y a une grandeur d'esprit pour ces députés-là que nous, on ignore. Donc que Patrice Talon apprenne simplement qu'il a été pardonné par Boni Yayi, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être assis dans le fauteuil présidentiel. Qu'il fasse de même. Pardonner. Qui se rappelle de cette Bible qu'on lui a mise entre les mains? La Bible dit à chaque homme de pardonner 7 fois 77 fois par jour. Je pense que ce n'est pas trop demander à Patrice Talon de le faire pour perpétuer l'exemple et montrer qu'il n'a pas un cœur de pierre, mais qu'il a un cœur dans lequel du sang coule. Non, je dis que Patrice Talon n'est pas tenu de faire comme Boni Yayi. Non, chacun avec son style. Et il a été clair. Si aussi des voleurs de poulets qu'on puisse en prison, pourquoi ceux-là à qui on reproche des choses? Parce qu'ils ont été jugés. Où se trouve Georges Bada, où se trouve Toboula, où se trouve, qui sais-je encore? Toboula a épuisé sa peine. Quoi? Toboula Non, mais il a épuisé sa peine. Il était allé pour les soins, mais il est revenu au pays. Non, amnistie dans ce pays. Il n'a pas pigé sa peine. Non, il a été sorti bien avant. Pour des raisons de santé. Il est revenu au pays. Il a fini le temps. Donc je pense bien que nous ne devons pas généraliser les choses. Je suis d'avis avec ceux-là qui pensent que. Bertin Corvi là. Et comment on appelle Tawessa. C'est quoi? Ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils étaient hors du pays? Pourquoi est-ce qu'ils ont été permis et reçus par le président de la République? Mais écoutez, je vous en prie, il y a des enjeux politiques qui sont en place. D'emblée, la mouvance n'accepterait pas, ne permettrait pas que cette loi-là puisse être votée favorablement. Vous voyez un peu, parce que ça va leur créer des problèmes de difficultés sur le terrain. L'enjeu, il est grand. Nous avons des élections groupées en 2026. Je crois qu'ils ne vont pas se risquer à le faire. Mais il faut parfois oublier ses intérêts égoïstes et penser à l'histoire. L'histoire retient certaines choses. Et il faut faire partie du bon récit de l'histoire. Ne faites pas partie des mauvais exemples. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Le reste, je laisse à la conscience de tout chacun. Non, je pense bien que... 30 secondes pour finir. Il faut que nous dépassionnons le débat. Ne mettons pas nos émotions dans le débat, puisque nous sommes des c'est de l'émotion parce que les gens sont en détresse. C'est de l'émotion parce que c'est une mère qui est privée de voir sa fille. C'est de l'émotion parce que c'est une mère qui est privée. Je parle de la mort de Madougou, qui est aujourd'hui en train de traîner le clinique en France. Mais ce n'est pas pour autant que nous lamentons pas sur... Quelles sont les preuves qui ont été apportées pour pouvoir foutre ces deux personnes-là autour? Batamossi se retrouve aujourd'hui en exil parce qu'il a dénoncé une pression. Où est-on? Ouais, c'est vrai que non aujourd'hui. Il faut qu'il appelle, il faut qu'il vienne aujourd'hui. Restons collés à ce qu'on nous a... Nous sommes toujours dans le dossier. Nous sommes toujours dans le dossier. C'est pour dire quoi? C'est un dossier vide. On n'a jamais apporté les véritables preuves. Les avocats n'ont pas cessé de parler ici à la presse. Je ne prends pas le parti de quelqu'un. J'écoute simplement. J'essaie de relater l'histoire. Ce que chacun a dit en son temps. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quelles sont les preuves qu'ils ont apportées en ce qui concerne le blanchiment d'argent de financement du terrorisme de l'un et de l'autre? Dites-moi. Quelles sont les preuves qu'ils ont pu apporter? Je ne crois pas qu'il faut jeter des discrédits sur la justice. Non, je ne le fais pas. La justice... Je ne le fais pas. Celui qui l'a peut-être fait, c'est Batamossi. David, écoutez-moi, la justice béninoise a fait son travail. Il faut implorer la clémence du chef de l'État. Mais nous ne devons pas... Il n'est pas censé, il n'est pas obligé de nous accorder, c'est pas une oreille attentive à ce qu'on demande. Et d'ailleurs, comme l'a dit le président, il est obligé de le faire parce que la grande majorité des Béninois le demandent. Il n'est pas là. Tout récemment, il a été voté. Tout récemment, il a été voté une loi où on peut de la suspension de peine. Si tant est que cette personnalité ont soif de la liberté, pourquoi ne pas solliciter une suspension de peine? Pourquoi on tient forcément à la... Ce sera déjà accepter cette peine-là. Des gens qui ont une certaine
moralité. Oui. Les gens qui ont une certaine éthique, comme Socrate, préféraient boire de la ciguë plutôt que de demander la clémence. Voilà, mesdames et messieurs, Les tyrans. un débat très intéressant et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet pour en débattre encore davantage. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité notamment. Là, les nouvelles mesures de commercialisation du soja au titre de la campagne 2023-2024. Nous avons également parlé de cette loi d'amnistie proposée par les députés du parti politique Les Démocrates, justement pour gracier les détenus politiques et le retour au pays des exilés politiques. Terminus, tout le monde descend. Merci à mes invités, merci également à toutes les équipes de réalisation, Kurt Zambar, Sabi Chabadamou, Gouria Chabi, Emma Moussou, Romarika Fayewe. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.